L'objectif est de trouver un démontage, un désassemblage optimal des composants d'un téléphone Motorola. Supposons qu'on dispose de 3 stations et que chaque téléphone a 8 composants principaux. Et ces stations, on dit workstation en anglais, on va les noter W1, W2 et W3. Et les composants du téléphone Motorola seront indexés par l'entier J. On aura donc J égale à 1, 2, 3, jusqu'à 8. Il nous faut préciser le graphe de précédence des tâches de la procédure de démontage. Autrement dit, on veut savoir quelles tâches doivent être effectuées avant d'entamer les autres tâches. Alors, j'appelle ici Start. Eh bien, le désassemblage des composants 1, 2 et 3 peut commencer immédiatement, sans délai. Par contre, le démontage de la pièce 5 ou du composant 5 de ce téléphone ne peut commencer que si l'on a fini le désassemblage de la pièce 2. Et on ne peut non plus entamer le désassemblage du composant 7 que si l'on a fini le désassemblage du composant 5. Le démontage de 4 peut commencer immédiatement après avoir terminé le désassemblage de 3. Et l'opération 8 suit immédiatement la tâche 4. Et 6 peut commencer après 4 et aussi après avoir terminé le désassemblage de la pièce 3. Et le désassemblage termine aussitôt que l'on a effectué les tâches 6, 7 et 8. Eh bien, ayant le graphe de précédence du processus de désassemblage, il nous faut maintenant préciser la matrice des coûts, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'une station donnée effectue une tâche donnée. Nous allons mesurer le coût comme le temps qu'il faut pour effectuer un désassemblage. D'accord? Et ce sera le temps en secondes. Combien de temps faut-il pour que la station 1 finisse l'opération sur le composant 1? Eh bien, on a mesuré qu'il faut en moyenne 120 secondes. Pour cette même station, il faut 70 secondes pour désassembler le composant 2, 28, 17, 39, 87, 33 et 15. Pour la station 2, on a les temps suivants: 45, 83, 38, 20, 15, 63, 40, 19 secondes. Et pour la station 3, 30, 55, 43, 20, 4 secondes, 19 secondes, 16 secondes et 30 secondes. Eh bien, on va définir la fonction économique, l'objectif, la fonction objectif, et qu'on va noter Z comme le temps total qu'il faut pour démonter complètement un téléphone portable. Alors, ce problème admet bien sûr des solutions réalisables, dont voici quelques-unes. Par exemple, j'appelle S1 la solution qui consiste à affecter aux stations les tâches suivantes. Pour la station W1, la tâche 1, la tâche 2 et la tâche 3. Pour la station W2, 4, 5 et 6. Et pour la station W3, 7 et 8. N'est-ce pas? C'est une solution possible. Et une autre solution, qu'on va appeler S2, pourrait au contraire consister à affecter à W1 les tâches 1, 2 et 5. À la station W2, les tâches 3, 4 et 6. Et à la troisième station, les tâches 7 et 8. Alors, cette solution a un coût. C'est la somme de tous les temps en rapport avec ces affectations. Pour W1, on aura 120 plus 70 plus 28. Pour la deuxième station, on a 4, 5 et 6. Donc, on a 20, 15 et 63. Et pour la troisième station, on a 16 et 30. Ce qui fait un total de 362 secondes.
C'est le temps total pour désassembler un téléphone portable si on considère l'affectation suivante aux 3 stations. La première station prend les tâches 1, 2 et 3, la deuxième les tâches 4, 5 et 6 et la troisième les tâches 7 et 8. Et pour la deuxième solution, on peut vérifier que le coût total est la somme des coûts pour la première station 1, 2 et 5, donc 120 plus 70 plus 39. Pour la deuxième station 3, 4 et 6, 38 plus 20 plus 63. Et pour la troisième station 7 et 8, donc 16 plus 30. Ce qui donne 396 secondes pour désassembler le téléphone. Vous voyez que la solution S1 est plus économique et plus avantageuse que la solution S2 puisqu'elle ne coûte que 362 contre 396 pour la deuxième solution. L'espace de toutes les solutions possibles étant très grand, c'est le nombre total de façons d'arranger les 8 tâches parmi les 3 stations et ce nombre varie comme une factorielle, ce qui est très grand. Il n'est donc pas question d'explorer une par une les solutions du problème. Il faut recourir à une approche heuristique et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons résoudre ce problème au moyen de l'algorithme génétique. Alors, voyons la fonction de voisinage qui est très importante pour cet algorithme. Alors, j'appelle V cette fonction. C'est une application qui prend une solution du problème et qui construit une nouvelle solution relativement proche de la première. Elle part de l'ensemble des solutions, donc que j'appelle S, vers lui-même. N'est-ce pas? Donc, on va prendre une solution et on va construire une nouvelle solution et on veut que cette solution nouvelle soit proche de la première. N'est-ce pas? Que ce soit un voisin de la première solution. Pour chaque solution, on va construire V de S égale à S', un voisin de la solution S, n'est-ce pas? Nous allons nous donner 2 règles très simples pour construire des voisins. On a les 3 stations W1, W2 et W3. Prenons une solution quelconque. Partons de la solution S1 qui donne à la station 1 les composants 1, 2 et 3, à la station 2 les composants 4, 5 et 6 et à la station 3 les composants 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ça c'est une solution, je l'appelle S. Et nous voulons construire une nouvelle solution, S' égale à VDS, une affectation des tâches aux stations qui soit proche de l'affectation S. Alors, voici nos 2 règles très simples. La première nous autorise à muter en amont d'une station voisine un composant situé en aval de la station précédente. Je reprends. On peut muter en amont d'une station voisine un composant ou une tâche située en aval de la station précédente. Si je prends la station 1 dans la solution S, la tâche 1 est en amont et la tâche 3 est en aval. Dans la station 2, la tâche 4 est en amont, mais la tâche 6 est en aval. Et dans la station 3, la tâche 7 est en amont, mais la tâche 8 est en aval. La première règle m'autorise à muter cette tâche, la tâche 3, qui est en aval de la station 1, en amont de la station 2. On aura donc une nouvelle affectation qui donne à la station 1 les tâches 1 et 2, à la station 2 les tâches 3, 4, 5 et 6, et à la station 3 les tâches 7 et 8. Alors, voici une autre solution. On affecte à la station 1 une seule tâche, la tâche 1, à la station 2 les tâches 2, 3 et 4, et à la station 3 les tâches 5, 6, 7 et 8. La deuxième règle est comme la première, mais elle effectue la permutation inverse. Et donc on mute vers la station précédente. Ici donc on part de la solution S. On aura pour la station 1 les tâches 1, 2, 3 et 4. Pour la station 2 les tâches 5 et 6. Et pour la station 3 les tâches 7 et 8. Il faut maintenant procéder au codage ou à l'encodage des solutions. Vous savez que dans l'algorithme génétique,
les solutions S sont des chromosomes ou des organismes qu'on peut identifier à le chromosome. Et c'est le matériel génétique qu'il faut maintenant encoder et qu'on appelle le génotype de la solution ou de l'organisme. Alors, si je prends la solution S1, le génome de cette solution, de ce chromosome, c'est une matrice composée de 0 et de 1 qui s'écrit avec le langage binaire. Donc, on aura SIJ égale 1 si la tâche J est affectée à la station I et 0 sinon. De sorte que pour ce chromosome, on aura 1, 1, 1 et 0, 0, 0, 0, 0. Puisque la première station ne traite que les composants 1, 2 et 3. Pour la deuxième station, on a 4, 5 et 6. On aura donc 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 0, 0. Et pour la troisième station, on a 7 et 8. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Pour la solution S2, on a le génotype 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et pour la deuxième station, 3, 4, 6. Donc 0, 0, 1, 1. N'est-ce pas? 3, 4 et 0, 1 pour la sixième tâche. 0, 0. Et pour la station 3, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Pour la première itération de l'algorithme génétique, nous allons partir d'une population initiale. Et cette population est un sous-ensemble de l'espace des solutions admissibles. Et pour les fins de la démonstration, je vais prendre une population composée de 3 individus ou de 3 parents. Et j'appelle G0 cette population, n'est-ce pas? Et c'est la génération parentale, la génération initiale, les parents à partir desquels on va créer des fils, des enfants, une filiation, une descendance, des solutions nouvelles dont on espère qu'elles vont nous porter de proche en proche vers la solution optimale. Alors, on va engendrer donc 3 parents, disons 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, et 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et puis aussi 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, et 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Et le troisième parent, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, et 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Alors, une fois introduit une fonction fitness, pour chaque solution SJ, eh bien, on va calculer son fitness, que je vais noter FJ, comme 1 sur le coût total de cette solution. Alors, si j'appelle Z la fonction économique, la fonction à optimiser, Z de SJ, c'est le coût total de la solution SJ, puisqu'il s'agit de minimiser la fonction Z. On voudrait que le fitness soit d'autant plus grand que la fonction objectif est petite. Quand Z est très petit, FJ est très grand, et inversement, quand Z est très grand, FJ est très petit. Alors, calculons pour chacune de ces solutions le coût total, donc Z1, Z2, Z3, et puis aussi le fitness, F1, F2 et F3. La première solution recommande d'affecter 1, 2 et 3 à la station 1, 4, 5 et 6 à la station 2, 7 et 8 à la station 3. On avait calculé ce coût, n'est-ce pas, qui vaut 362 unités. Donc, on a 362, et par conséquent, F1, c'est 1 sur 362, qui vaut à peu près 0,0028. La deuxième solution a un coût égal à 318, et donc avec un fitness cost égal à 1 sur 318, soit à peu près 0,0031. Le coût de la troisième solution est 315,
et son fitness vaut 1 sur 315 qui vaut à peu près 0,0032. Eh bien, rassemblons ces résultats dans un tableau. La génération parentale G0 comporte 3 solutions, S1, S2, S3, dont on a calculé les fitness. On voit que la solution S3 est relativement plus fit, plus adaptée, et donc meilleure que les solutions S1 et S2. N'est-ce pas? La différence est légère, mais c'est quand même une différence de qualité sur laquelle la sélection naturelle va agir pour produire, selon le mode darwinien, des individus meilleurs. Alors, comment calculer les probabilités PJ de sélection de chacune de ces solutions? Eh bien, on définit PJ comme FJ divisé par la somme des FJ. Le total de fitness vaut 0,0091 et donc la probabilité P1 que la solution S1 sera admise par sélection naturelle pour la prochaine génération, pour la génération G1, eh bien cette probabilité vaut F1 sur 0,0091, c'est-à-dire 0,0028 sur 0,0091 équivaut en pourcentage 30,77%. Donc il y a une probabilité de 30,77% que S1 sera conservé par sélection naturelle. Alors pour P2, on a 0,0031 sur 0,0091. Ça fait 34,06%. Et on peut en déduire P3 en faisant 100% moins la somme des probabilités de S1 et S2, ou encore en faisant 0,0032 divisé par 0,0091, ce qui donne environ 35,17%. Le processus de sélection naturelle consiste simplement à échantillonner cette distribution de probabilités. Autrement dit, on va tirer au hasard, par exemple en lançant une pièce de monnaie, dans l'intervalle de 0 à 1 ou de 0 à 100%. Et vous savez qu'il y a dans Excel ou dans MATLAB une fonction qui permet de générer des nombres au hasard dans l'intervalle de 0 à 1. Alors si le nombre tiré tombe dans l'intervalle qui va de 0 à la probabilité P1, n'est-ce pas? Donc je marque ici P1 qui est égal à 30,77%, ou disons 0,3, alors on suppose que la sélection naturelle a conservé la solution S1. Par contre, si le nombre aléatoire tombe dans l'intervalle qui va de P1, donc de 0,3 à 0,3 plus 0,34, ce qui fait environ 65%, n'est-ce pas? Donc à P1 plus P2, qui fait environ 0,65. Alors dans cet intervalle, on dira qu'on a sélectionné l'individu S2, et puis ici l'individu S1, et bien évidemment, si le nombre aléatoire dépasse P1 plus P2, la somme de ces probabilités qui vaut 100%, donc 1, alors on dira qu'on a tiré l'individu S3. N'est-ce pas? Cet organisme, ce chromosome. Notre simulation a indiqué que 3 individus ont été conservés par sélection naturelle, S3, S1 et S3. On voit que la solution S2 a été éliminée. Mais ce n'est pas fini. Nous savons que pendant le mélange des gènes, au cours de la méiose, il se produit ce qu'on appelait des crossovers que nous voulons imiter dans cet algorithme. Alors pour ce faire, nous allons introduire l'opération suivante. J'appelle la somme plus, avec un cercle autour, l'opération telle que quand je fais AIJ plus BIJ, alors j'obtiens 0 si les éléments AIJ et BIJ coïncident, s'ils sont identiques, et 1 s'ils ne le sont pas, s'ils sont différents. D'accord? Donc quand AIJ égale à BIJ, AIJ plus BIJ égale à 0. Quand ils sont différents, eh bien cette somme vaut 1. Alors je vais construire un masque. C'est une matrice
Et je choisis ce masque comme suit. La première ligne est nulle. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0. La deuxième comporte des zéros sauf à la sixième colonne. Et même chose pour la troisième ligne. Alors le crossover sur S3, il est déterminé en faisant la somme de S3 avec le masque. Et puis on va faire la somme de S1 avec le masque pour le crossover sur S1. Je rappelle que S3 et S1 sont ici donnés par ces deux matrices. S'ils sont égaux, la somme vaut 0. S'ils sont différents, la somme vaut 1. 1 plus 0, c'est 1, puisque 1 et 0 sont différents. Donc on a ici 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et partout, on a 0. 0, 0, 0, 0, 0. Et puis 0, 0, 0. Puisque les trois premiers zéros coïncident avec les trois premiers zéros de la deuxième ligne du masque. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Mais 1 égale à 1. Donc 1 plus 1, c'est 0. N'est-ce pas? Et on a 0, 0. Et on aura 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Et avec S3, on a 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. On a 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. On a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Alors j'appelle S3', cette solution. S1', celle-là. On aura donc 2 fois S3', n'est-ce pas, puisque S3 a été sélectionné 2 fois. Alors, la dernière phase du processus cellulaire va donc agir sur les organismes, les individus, les solutions S3', S1' et S3'. Alors, cette dernière phase, c'est bien sûr les mutations. Nous allons opérer des petits changements sur ces 3 solutions. Il s'agit d'une procédure aléatoire. On choisit au hasard une colonne et 2 lignes. Alors si pour S1, je prends la troisième colonne et les 2 premières lignes, je vais muter les éléments correspondants. Il s'agit ici de 1 et 0. On va faire une substitution, une forme de mutation, et mettre ici 0, puis ici 1. Alors on peut lancer une pièce de monnaie et décider si oui ou non on doit faire une mutation sur S2. Et disons que le hasard ne nous autorise pas à faire de mutation pour cette solution, mais qu'ici le hasard nous y a autorisé. On suppose qu'on a ici aussi une mutation. Il faut choisir une colonne. Disons que le hasard nous porte vers la 8e colonne. Et pour la première et la 3e ligne. Donc on aura ici 1 et ici 0. Nous avons obtenu la génération suivante. On va appeler génération G1. À partir de la génération parentale, G0, on a ici de nouveaux organismes, S1', S2', S3'. Alors, il faut évaluer les coûts de ces nouvelles solutions avec la matrice des coûts que voici. Et vous obtiendrez en faisant les calculs 328 pour la solution S1', 359 pour la solution S2', et 344 pour la solution S3'. Ce sont les temps d'assemblage du téléphone Motorola si on utilise ces modes d'affectation, n'est-ce pas? Alors, la meilleure solution à la génération G1, je l'appelle Y, c'est S1', avec un coût égal à 328. Donc Z de Y, c'est 328. Alors la solution optimale courante, donc à la génération G0, c'est la meilleure de ces 3 solutions, c'est S3, n'est-ce pas? Avec un coût égal à 315 unités. Il faut mettre à jour cette solution en la comparant à la meilleure solution de la génération future. Or, cette meilleure solution, qui a pour valeur 328, est moins bonne que la solution actuelle qui vaut 315. Et par conséquent,
l'optimum reste toujours égal à S3. S3 demeure la meilleure solution lorsqu'on débute la prochaine itération à partir de la génération G1.